Amis futurs rentiers, amis futures rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation à te rendre libre financièrement. Au stade de cette vidéo, tu as constaté que 2 ou 3 biens sortent clairement du lot dans ton fameux fichier Excel. Ils se valident donc dans la majorité des cas les 7 critères capitaux que l'on a vus précédemment. Je te mets le lien vers la vidéo si tu as zappé. Et surtout, sont rentables financièrement. Je te mets le lien aussi. De plus, étant une personne sympathique, tu as réussi à verrouiller ta relation avec le vendeur en lui faisant comprendre que tu es intéressé par son bien et surtout qu'à la moindre petite proposition reçue de sa part, il pourra te contacter afin que tu puisses te positionner également ou pas. C'est donc à ce moment-là que tu peux prendre enfin un peu de temps pour rencontrer ces institutions à la fois étranges et particulières que l'on appelle les banques. Une particularité les distingue d'ailleurs, tu remarqueras, c'est qu'au guichet de ces fameuses institutions, tu trouveras systématiquement des traces de griffes sur le comptoir. Cela correspond simplement au moment où ils récupèrent ton argent. Trêve de conneries, à titre personnel, tu sais ce que l'on me dit systématiquement quand je rentre dans une banque? Non, tu vois pas? Magnéto, Serge! Je te rappelle qu'une institution est régie par un ensemble de critères catégoriques qui ont, au fond, deux impacts relativement sains, je dirais, pour toi et pour elle. Pour toi déjà, car si les banques ne prêtent pas à tout le monde, c'est aussi qu'il y a un risque, bien évidemment, pour elles, mais aussi pour toi dans le cadre d'une impossibilité, par exemple, à honorer tes mensualités. La banque, elle contrôle donc, pour mesurer ce risque, un certain nombre de critères afin de vérifier que ton dossier est acceptable pour supporter ce nouveau crédit. Je t'avouerai que l'ensemble de ces règles ont été mises en place suite au constat malheureux que beaucoup de personnes s'étaient mises en difficulté financière face à une bien trop grande souscription de crédit, que cela soit en nombre et en montant. Donc ces fameuses règles qu'appliquent les banques sont effectivement, tu le vois, saines, puisqu'elles ont vocation à protéger l'ensemble des personnes ne disposant pas d'une bonne culture financière ou économique. Je t'inviterai donc toujours à consulter ton ou tes banquiers systématiquement avant de réaliser un crédit, qu'il soit immobilier ou même de consommation. Je te dis ça si tu veux parce que les petits organismes de crédit qui nous entourent ne supportent pas les mêmes contraintes et peuvent donc te mettre dans de grandes difficultés financières. Pour simple exemple, ils ne se soucient absolument pas de ton niveau d'endettement actuel et la plupart du temps, ils te financent naturellement à des taux magnifiquement élevés. Des taux élevés, pourquoi? Car rappelle-toi la fameuse règle suivante, plus le risque est grand et plus le taux d'intérêt est grand. Et inversement. Donc si tu veux vraiment, mais vraiment me faire plaisir, ne souscris jamais, au grand jamais, auprès de ces organismes, s'il te plaît. Ils ont causé vraiment énormément de dégâts sur les années passées, donc fais bien attention, je me répète, s'il te plaît. Second impact dans l'application de ces critères, c'est pour qui? Pour la banque, naturellement. Dont l'objectif premier et fondamental, c'est quoi? Disons-le clairement, c'est simplement de s'assurer que toi, tu seras en capacité de rembourser ton fameux crédit. Si on se met à leur place, 5 minutes. Je te pose la question suivante. Tu irais filer de l'argent, toi, un étudiant qui a découvert tous les mois pour un projet déconstruit pour 200 000 euros sans apport? Pour une banque traditionnelle, et comme toi certainement, la réponse sera tout simplement non. On expliquera à ce jeune homme qu'il faut qu'il revienne quand il aura obtenu une certaine stabilité au niveau de ses revenus, afin de s'assurer d'une vraie capacité à régler ses mensualités. Il faudra aussi qu'il assainisse ses finances et qu'il ait appris à mieux les gérer afin de ne plus avoir de découvertes et également afin d'être parvenu à se constituer une épargne de précaution qui permettra soit de mettre un peu d'apport dans ce projet, soit pour nous de nous assurer qu'en fin de mois, il lui restera de quoi payer les mensualités. Et ensuite, il lui faudra également analyser et détailler son projet en long, en large et en travers, afin de s'assurer, surtout nous rassurer sur le fait que son projet serait facilement et financièrement viable. Donc tu l'as compris, pour être financé et bien financé, il faut que tu rentres dans un certain nombre de critères prédéfinis que je vais te délivrer. Et rappelle-toi toujours que plus tu coches de cases et mieux tu les coches et plus tu bénéficieras des meilleures conditions de crédit possibles.
car cela voudra dire que le risque pour la banque est de plus en plus faible. Donc c'est parti pour les 8 critères principaux de la banque, mais auxquels je vais ajouter quand même quelques petits commentaires complémentaires dans le cadre d'un investissement locatif. Critère numéro 1, la durée du prêt. Plus c'est long et moins c'est bon pour une banque. En effet, au travers des différentes projections que te proposera ton banquier, tu verras vite que dans le cadre d'un crédit, plus tu allonges la durée du crédit et plus ton taux sera naturellement élevé. Car on en revient encore une fois aux fondamentaux, plus le risque est grand, plus le taux d'intérêt est élevé. En effet, si je prête de l'argent à un pote à moi qui doit me rembourser sous 2 mois, ce n'est pas la même chose que s'il doit me rembourser sous 25 ans. Le risque est plus grand et donc pour la banque, eh bien, c'est pareil. Par contre, petite particularité, dans le cadre d'un investissement locatif, je te rappelle, et dans une optique de rentabilité, donc toujours dégager plus de trésorerie, je t'inviterai toujours à faire des simulations sur les durées les plus grandes possibles. Généralement 25 ans, c'est ce qui est en général accepté par les banques, afin d'obtenir, si tu veux, les mensualités les plus faibles possibles. C'est pour ça que je te disais que dans ce type d'investissement, seule m'importe la mensualité que je vais filer à la banque, et mon objectif c'est d'avoir la plus faible possible. Et si tu veux ce point-là, cette logique de dégager de la trésorerie relative à mon investissement, c'est un point général que je mets naturellement en lisibilité de mon banquier, qui comprendra ou pas. Mais pour moi, néanmoins, si tu veux, face à un banquier aguerri ayant l'habitude de traiter avec des investisseurs immobiliers, eh bien là, tu viens, si tu veux, de marquer des points, tu viens de placer ton premier coup. Parce que si c'est vraiment un banquier aguerri, il sera sensible à ces propos que tu viens de lui tenir. Bien entendu, tu te doutes que si ce crédit-là, c'était pour ma résidence principale, ou encore pire, un crédit conso, ou tout autre type de crédit d'ailleurs, mon raisonnement serait alors, mais vraiment complètement différent. Critère numéro 2, la bonne gestion de tes finances. Ton banquier, il aura besoin d'être rassuré sur ta manière de gérer ton argent. Donc il fera particulièrement attention, si tu veux, en gros, à ton bilan et ton compte de résultat personnel à l'instant T. En gros, il va regarder, premier point, ta stabilité professionnelle. C'est d'ailleurs pour cela qu'est très généralement privilégié le Saint Graal CDI, pourvu que tu ne sois pas encore en période d'essai, en lieu et place du CDD, même si ce n'est pas une science systématique, mais la banque part tout simplement du postulat qu'en CDI, il ne devrait pas y avoir de changement au niveau de tes revenus, si ce n'est qu'ils puissent croître. Deuxième point, si toi tu es à ton compte, eh bien plus l'ancienneté de ta structure est grande et plus tu auras de facilité en fait à obtenir un financement. En effet, sache qu'il y a un premier cap au bout des 3 ans puis au bout des 5 ans d'existence d'une structure et bien entendu il te faudra fournir bilan et compte de résultat de ta structure pour que la banque puisse s'assurer que tout va pour le mieux et dans le meilleur des mondes. Bien entendu, je ne pourrais que te le répéter, que te faire ce constat-là, plus tes revenus sont grands et mieux c'est. Deuxième point, la bonne gestion de tes finances en tant que telles. En effet, outre le fait que tes revenus soient stables, hauts ou bas, et n'ont pas vocation à cesser prochainement, eh bien le banquier va aussi analyser tes recettes et tes dépenses afin de voir que tu sais effectivement gérer tes finances. Donc voici quelques points de vigilance à avoir qui te permettront également de mettre le banquier, en plus du vendeur, dans ta poche. Premier point, point crucial. Là j'ai envie de dire, t'as pas le choix, faut vraiment faire gaffe à ça. Pas de découvert, s'il te plaît, dans les 6 derniers mois précédant la visite chez ton banquier, car sinon, sache que ça va tout simplement clignoter de tous les côtés pour ton banquier. Donc je t'invite vraiment à être vigilant et vigilante sur ce point. Autre point crucial, si jamais tu as malheureusement déjà été fiché à la Banque de France pour cause de surendettement, ce que je ne souhaite pas, ton projet peut être là aussi remis en cause, car la banque va systématiquement consulter ce fameux putain de fichier. On vient de voir les 2 points cruciaux, maintenant je vais te délivrer un petit partage d'expérience personnelle afin que tu puisses toi aussi en tirer profit. Donc là où j'avais remarqué avoir touché le banquier, sans avoir fait exprès en plus, c'est quand il souhaitait que je fasse ma liste de courses, de mes recettes et des dépenses, qui est un passage en général obligé quand tu vas demander un crédit. L'objectif de cette liste de courses, en fait, c'est qu'il identifie ce qu'on appelle le fameux reste à vivre, donc en gros le petit delta financier qu'il te reste à la fin du mois.
Donc je commençais à lui énumérer les trucs et à un moment je lui ai simplement sorti naturellement, ce que je vous dis là, qu'on soit bien d'accord, c'est de l'estimatif, hein. Le seul truc moi dont je suis certain là-dedans, c'est que je touche 1600 balles par mois et que j'en mets 500 de côté à minima tous les mois. Et de toute façon, c'est mon objectif. Et ah ben là, très sincèrement, j'ai compris que j'avais placé mon deuxième coup, car j'ai vu que dans les yeux du banquier, il se disait « Ok, le mec sait gérer ses finances en fait, et est très attentif à sa capacité d'épargne ». Bien entendu, si tu lui annonces ça, il faut que cela soit bien la réalité pour toi sur les 3 ou 4 derniers mois en général que tu vas donner au banquier. Et je t'inviterai même, si tu as un tableau de suivi de tes finances personnelles, à lui montrer, histoire de lui prouver que oui, tu fais attention, et oui, ces 500 balles de côté, tu les mets bien tous les mois. Troisième point, ton patrimoine. Bien entendu, plus ton patrimoine est grand, on parlera bien de l'actif net comptable, c'est-à-dire l'immobilier plus l'épargne, plus les placements que tu as, moins les dettes, et plus tu auras de poids pour négocier auprès de ton banquier. Négocier un crédit, quel qu'il soit, avec 40 € d'épargne n'a pas le même poids que si tu le négocies avec 400 000 € d'épargne, convenons-en. Même combat ici, je te propose que si tu as ton bilan de l'année précédente et celui à aujourd'hui, et qu'il augmente surtout, eh bien je t'invite simplement à le mettre en lisibilité auprès du banquier. Moi, à chaque fois que je lui donnais des documents, je me disais, bon, il s'en fout. Eh bien non, en fait. Il les prend, il scanne tout, et il le fout dans ton dossier. Critère 3, l'apport dans ton projet ou ton achat. Pour moi, tu l'as bien compris, l'apport se résume aux frais de notaire, qui sont en général la base minimale pour une grande majorité de banques, même si certaines, c'est vrai, acceptent le célèbre sans apport. Bien entendu, plus tu en mets sur la table et plus la banque sera enclin à te prêter puisqu'elle minimisera là aussi son risque. Un point important à mentionner ici, c'est que là encore, le patrimoine que tu possèdes à côté pèse aussi quand même très lourdement. Si tu empruntes 50 000 € et que tu as 10 € de côté, n'aura pas le même impact que si tu as 500 000 € de côté. Critère numéro 5, ton âge. En effet, je tiens à m'excuser pour mes prochains propos auprès des personnes d'un certain âge, ou plutôt même d'un âge certain, qui me suivent, car pour les banques, il sera toujours plus facile d'obtenir un crédit pour un primo-accédant entre 30 et 40 ans plutôt qu'une personne entamant sa retraite. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement car la banque souhaite accompagner un client dans sa durée et la durée la plus longue possible. Et donc pourquoi ? Parce que comme ça, elle pourra lui ouvrir plein de petits nouveaux produits financiers, et également parce qu'un jeune a de fortes chances de voir ses revenus évoluer à la hausse avec le temps. Malin les banques. Critère numéro 6, ton état de santé. Excuse-moi de te parler de ce sujet un peu glauque, mais c'est un autre point important pour les banques également. En effet, pour obtenir un crédit, tu vas devoir souscrire systématiquement une assurance emprunteur qui va te demander de remplir un petit questionnaire pour savoir en gros si tu es en bonne santé, non-fumeur, que tu ne fais pas de sport à risque ou violent. Et là aussi, si tu n'es malheureusement pas en bonne santé ou présente des risques potentiels, la banque pourra refuser ton crédit ou t'appliquer malheureusement un taux plus élevé. Critère numéro 7, ton taux d'endettement. Point très important, voire même crucial, et d'ailleurs tout le monde te parlera de ce fameux taux qui est fixé dans la tête de la majorité des gens à 33%. Ça veut dire quoi ça ? Eh bien la banque fait un calcul simple pour calculer ton taux d'endettement, et si tu le dépasses, ce fameux taux de 33%, je peux t'assurer qu'il va falloir argumenter bien lourdement. Donc le calcul il est relativement simple, tu vas voir. On va prendre tous tes revenus professionnels avant impôt, plus les pensions que tu peux recevoir, plus les loyers que tu perçois, auxquels on applique uniquement 70%. Pourquoi ? Parce que sur tes loyers, ils incluent en fait une part de vacances locatives, grosso modo. Une fois que tu as fait ça, on fait ensuite l'état des charges. Donc là, on va prendre tout ce qui est les mensualités qui sont en cours, donc de crédit immobilier, de crédit conso, les loyers que tu payes et les pensions que tu payes. Une fois qu'on a ça, on va faire tout simplement les charges divisées par tes revenus multipliés par 100, et là, on obtient ton fameux taux d'endettement. Ce taux d'endettement, il veut dire, tiens, sur l'ensemble des recettes que je perçois, je vais consacrer X% à rembourser donc, les dettes que j'ai énumérées. Et donc, l'objectif de la banque, c'est que ça ne dépasse pas les fameux 33%. Après, cela reste bien entendu une recommandation à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre quand même de dérogations possibles en fonction de ta situation personnelle.
Si tu as de la chance, par exemple, de faire partie des gens qui ont des hauts revenus, puisque si tu touches par exemple 10 000 balles par mois et qu'on te dit que tu paies 33% de dette, il te reste encore, même si on a enlevé le fameux taux d'endettement, 6 666 euros de reste à vivre, ce que l'on appelle. Donc pour la banque, 6 666 euros, elle estime que tu peux vivre un peu quand même avec moins. Et donc elle va, si tu veux, permettre de déroger à ce fameux seuil des 33%. Néanmoins, en général, si tu veux, ce taux des 33%, il s'applique à des personnes ayant des revenus qui sont inférieurs à 2 000 euros. Donc voilà, c'était le fameux calcul du taux d'endettement et si tu le dépasses, crois-moi bien qu'il va te falloir argumenter. Critère numéro 8, ton projet. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la banque, c'est quand même un investisseur, si tu veux, comme un autre. Donc, il est nécessaire que tu apportes tous les points de détail à ton banquier. En effet, je me rappelle pour mon premier investissement, j'avais imprimé pour mon banquier, premier point, le détail de la situation. C'est-à-dire le lieu, l'adresse, à qui j'achète, à combien, qui est le notaire, est-ce qu'il y a un locataire en place, depuis quand, combien il paye par mois, quelle est la conclusion du diagnostic électrique d'isolation. Bref, en gros, toutes les informations qu'il pourra retrouver prochainement sur le compromis que je signerai peut-être. Deuxième point, et c'est là le plus croustillant, je lui mets clairement en lisibilité mon calcul de rentabilité. Et là, je lui dis clairement que pour que mon projet soit viable financièrement, étant donné le montant emprunté, il me faut et je recherche une mensualité inférieure ou égale à X euros. Et là, tu viens de mettre, si tu veux, ton magnifique troisième coup, puisqu'au lieu de passer dans une position soumise, où tu demandes un crédit, pitié, accordez-moi ce crédit, là, tu viens de passer de la phase demande à la phase négociation avec ton banquier. Et c'est quand même plus confortable pour toi. Avant de le laisser, si tu veux argumenter et te proposer quelques simulations pour te proposer des échéances et des mensualités possibles, je t'invite à enchaîner en lui indiquant que cela n'avait pas dû lui échapper, mais que tu n'avais pas mis en évidence dans ton calcul de rentabilité la fiscalité, mais que tu avais fait un petit comparatif. Donc là, tu sors ta dernière arme, ton dernier fameux fichier Excel comparatif, et donc que tu souhaites opter, par exemple, pour un statut de loueur meublé non professionnel au réel. Et là, quand même, comme je te dis, c'est pas très violent, mais tu lui mets un petit quatrième coup où tu lui fais voir que oui, tu maîtrises ton projet de l'investissement initial jusqu'à sa finalité, c'est-à-dire jusqu'à sa fiscalité. Bon, voilà pour aujourd'hui. On a fait donc le tour des 8 critères importants pour une banque dans le cadre d'un crédit immobilier. Donc, comme tu l'as vu, cet échange se prépare quand même un tant soit peu en amont. Et ce que je te conseille vraiment, c'est de faire le tour d'un maximum de banques afin d'obtenir ton financement, mais surtout l'obtenir avec la meilleure mensualité possible. Voilà encore une vidéo très courte que je te partage. Comme d'habitude, si tu as apprécié, eh bien je t'invite à t'abonner et à me mettre un petit pouce bleu. Merci à toi. Voici le moment tant attendu de la citation inspirante du jour, signée Marie Curie. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. À bon entendeur, salut!